Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver donc, pour cette journée du mercredi 9 décembre. Nous aurons le plaisir d'être ensemble jusqu'à 10h30 avec bien sûr les invités, les rubriques et surtout la météo dans un tout petit moment. Amel Aribi va nous donner donc les nouvelles du ciel. On aura le plaisir donc d'avoir Hamid Belkacem dans un tout petit moment dans sa rubrique environnement. Il reviendra sur la coordination intersectorielle des risques majeurs. Nous en avons parlé assez souvent et à chaque fois, bien sûr, qu'on parle donc de problèmes surtout et de pluie, d'intempéries, de catastrophes naturelles, il faut absolument de mettre en place cette coordination intersectorielle. C'est nouveau. Nous allons en parler tout à l'heure avec aussi son invité qui sera sur notre plateau. Haïda Mechri sera parmi nous également dans sa rubrique psychologie. Aujourd'hui, elle parlera donc de comment protéger les enfants aux besoins spécifiques. Bien sûr, ils sont vulnérables et fragiles. Nous allons donc beaucoup évoquer cette thématique avec elle. Et puis, on aura aussi à parler donc de l'éducation nationale et du ministère donc de l'éducation nationale avec la représentante du ministère de l'Éducation qui sera parmi nous pour nous parler donc ce protocole sanitaire, bien sûr, qui a été mis en place au niveau donc des écoles. Tout ce qui est prévu aussi pour permettre aux élèves donc, de suivre des cours dans de parfaites conditions. Ce sera tout à l'heure avec notre invité. Et puis nous reviendrons sur cette triste disparition, celle de l'archevêque Henri Tessier qui nous a donc quittés. Avec beaucoup donc, de tristesse, beaucoup d'hommages se sont enchaînés pour revenir sur le parcours aussi de cet homme exceptionnel, cet homme de foi qui a été aussi d'une grande tolérance à travers donc, les religions, le dialogue interculturel et surtout interreligieux avec donc, le monde entier et d'autres religions. Nous allons beaucoup en parler et nous aurons le plaisir d'avoir parmi nous Zhor Boutaleb qui est la secrétaire générale de la Fondation Émir Abdelkader qui a aussi beaucoup connu Monseigneur Tessier. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie avec notre sponsor qui nous accompagne tout au long de l'émission. C'est le sponsor, bien sûr, Coral Peinture. Et puis tout de suite, je laisse la parole à Amel Aribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Alors, de retour sur le plateau avec Amel, on rigole bien et elle va nous dire qu'il pleut et même qu'il neige. Parce qu'il y a un très beau manteau neigeux partout sur le territoire national. Un très beau décor. Ça, c'est Wafa qui nous a donné. Merci Wafa. Nous a envoyé cette belle photo Wafa Al-Rouati qui nous donc, donne envie de nous trouver dans ce paysage. Oui, exactement. Bien qu'il fait froid. C'est beau, hein? Oui, très froid. Ce matin, il y avait des grelons quand même. Oui, c'était prévu. Hein? C'était prévu. Ah oui, c'était prévu. Vous l'avez annoncé hier déjà? Ah oui. Donc maintenant, pour les gens qui étaient qui attendaient les pluies avec impatience, ils sont servis. On est très bien servis. Et ça va être comme ça toute la semaine. Toute la semaine. Oui. Tant mieux. Les barrages, normalement, vont se remplir. Inch'Allah, on espère. C'est notre souhait. Très bien, Amel. Je vous laisse parler. Je vous laisse annoncer, bien sûr, la météo. Merci, Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, le temps se montrera plutôt froid sur pratiquement l'ensemble des régions nord. Le ciel restera souvent nuageux sur les régions de l'ouest, accompagné de quelques pluies. Puis, une petite amélioration se fera sentir durant la journée. Sur le centre et l'est, eh bien, le ciel restera toujours nuageux avec quelques pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, localement assez marquées et parfois aussi accompagné de grêle et à noter quelques flocons de neige sur les reliefs dépassant les 1100 à 1200 mètres d'altitude, même parfois qui vont descendre à 1000 à 900 mètres d'altitude vers le centre-est. La moitié sud, excepté quelques passages nuageux vers le Nord-Sahara et les oasis. Partout ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie avec de fréquences de sable vers le Nord-Sahara et les oasis. Et à noter aussi des vents assez forts toujours sur les côtes ouest, centre et est du pays. Les températures, quant à elles, eh bien, elles vont baisser par rapport à hier. Météo Algérie a émis 5 degrés du côté
et Djelfa. 6 degrés vers Tiaret, 13 Alger, 10 degrés Tizi Ouzou, Constantine, 13 à Hannaba, 14 Oran et Tlemcen. Également Biskra, 19 Béchar, 17 degrés à Gardaya, 22 à Drarin Salah, 24 Tamanrasset et Janet et enfin 33 degrés le maximum Bodj, Bedi Mokhtar et Ingzem. La mer, eh bien, elle se montrera très agitée et même forte sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont souffler entre 40 et 50 km/h sur les côtes centre et est de secteur ouest à nord-ouest et 30 à 50 km/h sur les côtes ouest de secteur ouest à nord-ouest également. Eh bien, on va faire un petit tour cette fois-ci du côté de l'Afrique du Sud et le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Dakar, Abuja, peu nuageux à Addis Abeba également. Bangui, de la pluie prévue à Kinshasa et Lusaka également en Antananarivo. Un beau soleil à Windhoek. Le mercure affichera 23 degrés à Addis Abeba, 24 à Nairobi, 32 degrés vers Lusaka, 37 à Abuja, 30 degrés vers Abidjan et enfin 33 degrés à Windhoek. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai qu'il fait bien froid. Vous avez annoncé les températures en baisse d'ailleurs, et on l'a bien ressenti ce matin. Oui. C'est le moment de sortir vos gants. Ça y est. Et la grosse laine. Oui, la grosse laine, tout à fait, les écharpes, etc. Faites attention quand même, soyez quand même prudents sur les routes. Ouais. Bien sûr, il va y avoir des embouteillages, c'est probable, et bien entendu, il faudra prendre son mal en patience. Pour ceux qui sortent aussi, faites attention, couvrez-vous bien. Ouais. Les parapluies sont aussi recommandés, absolument. Oui. Et bien sûr, évitez de faire trop d'imprudence sur les routes. Oui. Voilà, c'est ça. Il faut rouler doucement. Il faut rouler doucement. Oui. Vous avez parlé d'Afrique du Sud. Oui. Oui, il y a une Algérienne qui a reçu un prix, enfin, elle a été nominée. Il s'agit de Hassina Mira, qu'on aura probablement très bientôt par Skype. On aura le plaisir de la voir avec nous. Elle a été donc nommée au plus haut niveau de la recherche dans le domaine de l'archéologie. On aura le plaisir, en tout cas, c'est la première femme africaine. Hein. Elle est algérienne. C'est un honneur pour l'Algérie. On aura l'occasion donc de la voir par Skype les émissions prochaines, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous Bonne journée. Bonne journée. À très bientôt. Et bien sûr, continuez à nous informer. À travers donc les bulletins météo, midi et 19h. Soyez bien sûr au rendez-vous avec Amal Arabi, juste après les journaux télévisés de Canal Algérie. Voilà. On va vous laisser repartir avec une belle chanson, une belle voix. Il s'agit de Meriem Ben Allel qui chante Sultana.
Le plateau, comme chaque mercredi matin, nous avons rendez-vous avec l'environnement et surtout la prévention. Cette fois-ci, avec Hamid Belkacem, on a toujours donc plaisir à rester dans l'actualité. Bonjour Hamid. Bonjour Amel, bonjour à tous. Bienvenue, comment ça va? Merci, très bien, il pleut. Oui, on est content. C'est Am Khair, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, avec bien sûr ces barrages qui j'espère vont être remplis. On en parlera, hein, bien sûr, c'est aussi d'actualité. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui, vous êtes aussi accompagné d'un invité. Il s'agit de Abdelkrim Chelroum, voilà, bienvenue parmi nous. Vous êtes le président du club des risques majeurs. Et ça, c'est très important parce que bienvenue parmi nous. On en parle depuis déjà 2 fois, on en a parlé avec Hamid Belkacem. C'est vrai qu'il est très important de parler de cette thématique qui est une thématique assez nouvelle chez nous, mais qui est justement un club de risques majeurs. C'est une bonne nouvelle. Eh bien, vous savez, d'abord, bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous. C'est un club, je dois préciser, scientifique, purement scientifique, qui a été créé en 2004, juste après les événements que vous connaissez. Le 21 mai 2003, il y a eu un grand séisme qui a secoué la région de Boumerdaz, du centre pratiquement, Tizi Ouzou, Ruiba. Donc, suite à ça, il y a eu une commission, un comité de suivi qui a été chargé de procéder à l'expertise fine de tous les ouvrages endommagés ou effondrés. Oui. Puis, pendant ce temps-là, le gouvernement a décidé de charger ce comité, comité de suivi que je présidais, d'organiser des rencontres et surtout des colloques internationaux. La chose que nous avons faite avec l'organisation du colloque international sur les risques majeurs, qui s'est tenu le 13 et 14, si je me souviens, mars 2004. Et puis, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Oui. Compte tenu de nos relations et tout ça, nous avons proposé d'agrandir le cercle. Et puis, au niveau de l'euro-méditerranéen, et puis avec tous nos collègues en Europe et aux États-Unis, j'ai proposé d'organiser une rencontre ici, un séminaire toujours international, avec le concours de l'OTAN. Voilà. L'OTAN, NATO, comme on dit, c'est une organisation que vous connaissez, militaire, mais qui a beaucoup de moyens, surtout dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Oui. Donc, ils ont accepté, avec si vous voulez, le concours du ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et nous-mêmes. Oui. Et nous avons tenu ce colloque qui a été une pleine réussite ici à l'hôtel Horaci, je pense en février 2005, avec des actes qui sont là, que tout le monde peut consulter. Tout à fait. Et il est très important justement de travailler dans ce sens parce qu'aujourd'hui la population a aussi augmenté, donc les risques augmentent également avec une population assez nombreuse et dense, n'est-ce pas, dans les villes. Hein. Justement, et l'actualité, il y a eu pendant 2 jours, on remercie encore une fois le professeur Chelroum d'être là parce que pendant 2 jours, les dernières 48 heures, il a beaucoup travaillé parce qu'il y a eu un événement assez important. Pour savoir l'importance de cet événement, d'abord, qu'il a organisé et l'intitulé. Il a été organisé par l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective du ministère de la Défense. Évaluation, documentation et prospective. Et lorsque les militaires s'intéressent aux risques majeurs, ça donne beaucoup de choses comme l'intitulé. Prévention et gestion des risques majeurs pour un renforcement de la coopération civilo-militaire. Donc il y a de la prévention, il en faut, il faut de la gestion, et c'est là où le bas blesse, la gestion est quelque peu chaotique, et vous avez surtout le renforcement. Quand on utilise le terme renforcement, ça veut dire qu'il y a une faiblesse, il y a une faiblesse qui a été décelée, et donc il faut la renforcer, d'où l'intitulé. Et c'est vrai que le professeur Chelroum a besoin d'être constamment connecté, parce qu'il gère aussi il est président du club des risques majeurs, mais là, vous savez, on peut donner très simplement des choses. Depuis 2004, l'Algérie
et à une loi. C'est la loi 0420 du 25 décembre 2004 de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable. Exactement. Ces dernières années, on le voit, il y a eu des épisodes neigeux et donc on avait un retard en termes de moyens de déneigement qui ont été comblés très rapidement. Donc toutes les wilayas, toutes les directions des travaux publics, il y a des maisons cantonnières, il y a un dispositif qui est mis en place. Et en général, justement, l'armée prend le relais quand la population n'arrive pas. Si les capacités civiles sont dépassées, c'est l'armée qui vient en renfort. Or, qu'est-ce qui s'est passé il y a moins d'une semaine? C'est très simple. Il y a eu un épisode neigeux. La météo, les services de l'Office national de la météo font bien leur boulot. Ils ont annoncé 72 un BMS et des routes se sont trouvées bloquées à Batna. Pourquoi? Pourtant, à Batna, il y a des moyens de déneigement. C'est là où on parle de renforcement de la coopération. Les militaires savent ce qu'ils font. Un militaire prend toujours les points hauts. C'est toujours, c'est sa raison d'exister. Il prend de la hauteur pour dominer son secteur d'intervention. Ben, les civils sont restés à Batna. Les engins étaient dans les garages. Or, il faut savoir, il faut des techniques opérationnelles. Le déneigement se fait toujours du haut vers le bas. On déneige de Shri'a vers Blida, jamais l'inverse. Or, si vos moyens sont en bas, or, il y avait un BMS de 3 jours. Logiquement, les moyens auraient dû être prépositionnés en hauteur. 72 heures, c'est largement suffisant pour pouvoir déneiger. Et lorsque il y a un épisode neigeux, les routes sont bloquées, donc difficulté d'approvisionnement en énergie. Il n'y a pas eu de gaz butane pour les villages, il n'y a pas eu d'approvisionnement en denrées alimentaires. Donc le retour aux forces de l'armée nationale, qui, elle, n'intervient en principe qu'en renfort à une action. Et d'où le séminaire pour voir dans tous les secteurs. Où sont les failles? Où sont les failles? Bien sûr. Et quand on dit neige, dit aussi baisse de température et risque pour la population aussi, comme vous dites, manque d'approvisionnement. Ça aussi, ça va engendrer aussi d'autres problèmes. Alors, donc tout ceci, vous êtes là pour pouvoir donc trouver des solutions et travailler en corrélation avec les APC, avec c'est ça, les collectivités locales. D'abord, madame, la problématique qui a été posée, c'est comme l'a si bien dit mon ami Hamid, il y a eu la loi 0420 qui est très importante, qui a été promulguée le 25 décembre 2004. Donc on va fêter le 16e anniversaire. Voilà, et cette loi que nous avons élaborée. Donc cette loi a été élaborée, comme j'ai dit, selon les données que nous avions pré-2004, c'est-à-dire avant 2004. Notamment le résultat de Boumerdès. Juste Boumerdès, les inondations de Bab el Oued, l'explosion gazière de Skikda, 2004, l'invasion acridienne. Donc il y a 10 risques majeurs qui concernent ce pays. Donc la loi on n'a pas été, je l'ai dit hier et avant-hier, puisqu'il y avait des communicants du ministère de la Santé, on n'a pas été très regardant concernant le risque pandémique. Parce qu'il n'y avait pas de représentants dans ce domaine-là en 2004. Maintenant, c'est un risque majeur, et là, on le vit. Donc, il y avait d'excellentes communications hier sur cette partie-là, avec des modélisations de clusters, de foyers. C'était quelque chose de très, très haut niveau. Les scientifiques ont des chiffres, et donc travaillent avec les chiffres on fait des modèles. Vous savez, nous, on ne baratine pas. C'est des modèles prouvés, mathématiques, statistiques et probabilistes. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle la modélisation. Voilà, c'est ce qui s'est passé pendant les 2 jours avec à peu près 35 communicants qui ont touché de très très haut niveau, qui ont touché les 10 risques majeurs, en plus d'une séance de posters, à peu près la même chose, une trentaine. Donc j'étais agréablement surpris, puis j'étais dans le bonheur parce que j'avais présidé des sessions. J'ai présidé des colloques internationaux à l'étranger, mais je peux vous assurer que les communications d'hier sont de très très haut niveau. Et là, je tiens à féliciter justement le directeur de l'Institut de prospective, qui a été, parce que je n'ai pas fait, pour être honnête avec vous, je n'ai pas été associé au comité d'organisation, parce que ça s'est passé déjà il y a 4 mois qu'ils organisent le comité scientifique, mais je leur ai dit... Vous avez été modérateur? Oui. Et puis j'étais communicant également, mais c'est des communications donc ils ont pu sélectionner. Il y a eu des centaines de trucs de communication. Et puis il y a eu une sélection
Donc ça veut dire que c'est des gens, c'est vraiment des professionnels, des vrais scientifiques. Et je tiens, dans son secteur. Oui, absolument. Et je tiens à féliciter. Je tiens également, je profite de cette occasion également, parce que j'ai eu l'occasion également de suivre l'allocution du chef d'état-major. Vous savez, c'est pratiquement une communication scientifique. Au début, il a tracé. C'est pratiquement ce qu'on voulait faire depuis 2004. Et puis nous, vous savez, nous, on est du côté de société civile. Oui. On n'est pas de... Donc on a un peu l'esprit critique. Des fois, ça passe pas bien. Hamid peut le prouver, mais nous, on n'est pas tellement affectés par ça. Enfin, les gens... Surtout les scientifiques, oui. Voilà, hier, pendant les 2 derniers jours, j'étais agréablement surpris. Je vous ai dit, la communication était cartésienne, elle était pointue, elle était ciblée. Donc, juste après, les communications, moi j'ai communiqué juste après, donc c'était fluide. Donc, il y avait une fluidité dans la compréhension. Et ça permet d'instaurer un débat. Dans le domaine toujours de la prévention, comme il a dit, de la protection. Mais si on parle de prospective, y compris chez les militaires, aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens en Algérie ignoraient, ils l'ont appris à travers ce séminaire, que mal gérer un risque majeur devient un problème de sécurité nationale, professeur Chelroum. Si mal géré... Mais dans tous les pays du monde, la gestion de la prévention des risques majeurs dépend du Haut Conseil de sécurité. Aux États-Unis, Katrina, c'était Bush avec le patron qu'on connaît bien, qui se sont déplacés et qui ont mis en place la cellule. Donc, parce que c'est quoi un risque majeur? C'est quoi? D'abord, c'est un événement, c'est un événement qui a un caractère collectif. Maintenant, s'il y a un type qui tombe ou là, ce n'est pas un risque majeur. Donc, caractère collectif qui a une énorme gravité et puis dont les conséquences ne peuvent pas être gérées par les seules capacités d'un pays. Attention. C'est ça. Si vous donniez, c'est ce qui s'est passé à Boumerdès. Si vous deviez donner un exemple, justement, vous l'avez donné tout à l'heure en coulisses. C'est pour que l'armée, nous avons besoin de cette institution. Elle est capitale pour nous dans la mise en place d'un centre de gestion de crise, parce que c'est ce qu'il faut pour ce pays. Par exemple, s'il y avait un séisme, bien sûr, dans les prochains jours, bien sûr, c'est inévitable aussi, et c'est vrai qu'on n'arrive pas à prévenir la population. Impossible de prévenir la population. C'est des phénomènes, vous savez, il y a des risques, c'est des phénomènes imprévisibles, imprédictibles et non négociables. Les gens, il faut... Et puis maintenant, les principaux responsables le savent. Oui. C'est pour cela que il faut agir vite, maintenant, rapidement. Ils sont en train d'agir et personnellement, je félicite ces initiatives. Et on est là. Et puis il y a la protection civile, il ne faut pas oublier, c'est des moyens colossaux. Vous savez, il y a des personnes qui sont venues exposer, c'est de très haut niveau, c'est des gens qui connaissent la prévention, qui connaissent la modélisation, c'est ça. Moi, ça fait 40 ans que je fais la modélisation. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Donc maintenant, je suis complètement tranquillisé, je ne vous le cache pas. Avant, non. Maintenant, je suis vraiment sûr que le problème des risques majeurs dans ce pays sera géré de la manière la plus cohérente et la plus sûre. Cela dit, si on parle de renforcement de la coopération civilo-militaire, ça veut dire qu'il y a des manques, des insuffisances. Oui, on le voit pourquoi? Parce que j'imagine que les modes opératoires des différents intervenants ne sont pas standardisés, professeur Chelroum. Oui, avant. Maintenant, justement, on a mis une commission et ça va se faire avec les recommandations que nous avons faites. Je pense il va y avoir des réunions prochaines. La mise en place on a proposé la mise en place d'un comité de suivi pour mettre en place justement tous les instruments qui ont été exigés par le chef d'état-major. Tout à fait. Et autre chose, vous m'excusez. Oui, absolument. J'ai passé un problème qui pourrait... qui peut toucher à tout le monde, parce que c'est tout le monde qui est concerné. Et puis il y a autre chose. Vous savez, nous on a toujours, je vous ai dit un peu critique, j'étais ravi que le ministre de l'Intérieur, de son allocution, et puis après la discussion que j'ai eue avec lui, il propose des contrats, des séries de programmes types pour le moment, pour la gestion des risques particuliers. Ça, c'est formidable.
Puis finalement, c'est lui la tutelle de la gestion des risques majeurs. C'est sûr. C'est l'autorité locale. Donc, parce qu'il y a le local, il y a le régional et tout ça. Donc, il y avait une symbiose et là, je ne peux que qu'être ravi. Oui. Je l'espère. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple donc de cette crise sanitaire. Nous sommes en plein dedans. Nous vivons cela. Vous l'avez évoqué. Il y a le ministère de la Santé aussi qui a pris part à ce séminaire, qui était présent, qui a expliqué, qui a pris aussi qui a donné des exemples. Donc par exemple, nous allons probablement être vaccinés dans pratiquement un mois. La population aussi. Ça aussi, c'est un risque à gérer aussi. Ça fait partie des risques. Le risque pandémique, c'est le 4e risque majeur que nous avons identifié en 2004. Puis il est identifié par l'ONU, pas par nous. Il y a des risques, il le sait. On était bien loin d'une quelconque pandémie pourtant. Si on était bien organisé, je ne vous cache pas, on aurait probablement géré de manière plus pointue, plus cartésienne ce risque-là, parce que il a été, je félicite quand même le comité, le conseil scientifique qui fait des efforts. Je connais Brad, c'est des amis. C'est des efforts. Vous savez, c'est pas facile de gérer un risque. C'est pas facile. J'ai géré le séisme de Boumerdès, vous savez, j'ai perdu 10 kilos. Voilà. Et vous savez, le risque est multiple. On parle d'un programme futur, ce sera probablement 2021, on ne sait pas précisément quand, mais vous savez, un programme national de vaccination face à une pandémie a besoin c'est un risque. Une gestion. Et la gestion du risque, comment vous allez pouvoir, si vous ne gérez pas le risque climatique, comment vous allez pouvoir vacciner des villages entiers en haute montagne s'il n'y a pas de moyens de déneigement, si on ne sait pas gérer le risque climatique? Vous allez devoir stocker ce vaccin dans des régions isolées qui doivent avoir un système d'énergie électrique ou autre fonctionnel, parce que les vaccins se mettent au froid dans des réfrigérateurs, donc il faut veiller à ce que cette chaîne de froid, ça reste voilà, et ça fait partie du risque au quotidien. Ce n'est pas quelque chose de simple, donc il faut maîtriser, il faut standardiser tous les protocoles d'intervention. Il faudrait faire le point, là où le bas blesse en Algérie, c'est il y a des moyens, il y a des institutions, il y a de la ressource humaine qui est formée, mais il n'y a pas assez de coordination. D'où j'allais dire, entre guillemets, le coup de gueule du chef d'état-major pour essayer de renforcer cette coopération civilo-militaire. Et c'est une nécessité parce que le risque majeur, ça peut être un risque technologique ou une catastrophe naturelle, mais les incidences, c'est une incidence directe sur la sécurité nationale. Tout à fait. Et ça, on ne pourrait pas se le permettre, notamment en ce moment. Ça, c'est un facteur de déstabilisation. Mais c'est toujours, je ne sais pas si vous êtes lors du séisme de Port-au-Prince, Haïti, 250 000 morts en 2 secondes. Puis comme ils n'avaient pas les moyens, c'était les militaires américains qui étaient sur place. C'est toujours comme ça. Et puis, je ne vous cache pas, 2008, Gardaïa, j'y étais. Les inondations qui ont fait des centaines de... C'était les militaires qui étaient en face. Et heureusement, qui ont sauvé la plaine. Le Boumerdès, c'est eux. C'est eux. Et justement, il y a eu une présentation d'un officier responsable de la gestion du plan Orsec. C'est la situation co-catastrophe, c'est la situation la plus redoutable. Au moment de la survenance de la... Elle était parfaite, structurée, avec un maillage rouge, bleu, orange, vert, les moyens de circulation, les moyens d'interaction et tout ça. Mais ça, moi c'est comme ça que les choses doivent se faire. On est content en tout cas que ce séminaire ait eu lieu et que cette commission aussi existe et que ce club aussi de risque majeur aussi fait son travail depuis déjà bien longtemps. Et grâce à Hamid aujourd'hui, on a pu, depuis 16 ans, grâce à Hamid aujourd'hui, on a pu évoquer donc cette et on va continuer thématique. À le faire tout au long de la saison. Hamid, quand on parle d'intempéries, c'est vrai. Depuis 2001. Donc, très bien. Heureusement qu'il est au niveau de la télévision et de la chaîne 3. Non, mais c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Merci. Grâce à Hamid, on a pu vous recevoir ce matin dans Bonjour d'Algérie. Je vous remercie, madame. On vous dit à très bientôt et bon courage pour ce que vous faites. On viendra voir de plus près aussi votre travail. Hamid, merci beaucoup. Mercredi prochain. Mercredi prochain avec une autre thématique. Eh bien, on retrouvera dans un tout petit moment Aïda Mechri, juste après cela.
Très apaisante avec bien sûr la musique. Ça nous donne envie d'aller en forêt et de profiter bien sûr de cette belle nature. Eh bien on la reçoit comme chaque jeudi, d'habitude c'est le jeudi, là aujourd'hui on anticipe sur la rubrique psychologie. Aïda, bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien. Vous avez froid, vous êtes frileuse, on le sait. Alors quand vous voyez la neige, j'aime la nature. Frissonnez. Voilà, tout va bien. Nature. Alhamdoulilah. Alors le travail nous amène à parler bien sûr donc de psychologie et surtout de la prise en charge des enfants en situation de handicap, des situations surtout où les enfants sont vulnérables face au danger, n'est-ce pas? Mais voilà, moi je crois que ce dernier mois, on a beaucoup parlé des droits de l'enfant, cette festivité qui nous ramène à tout l'effort de l'Algérie dans la ratification de ces conventions et puis le travail dans l'accompagnement de l'enfant. Aujourd'hui, moi je trouve que si on parle de l'enfant, de ses droits, comment on peut vraiment l'accompagner, accompagner ses familles, l'enfant a besoin spécifiques ou en situation de handicap, il nous demande de s'arrêter un tout petit peu, de reconnaître à ces familles leurs besoins, de revenir à sensibiliser un tout petit peu ce cadre dans lequel on peut récupérer, aider ces personnes, mais aussi dénoncer toute situation d'atteinte. Pour la simple raison qu'un enfant qui n'a pas le langage, qui n'a pas... Aujourd'hui, si on parle d'handicap, vous savez très bien que ça peut être mental ou physique, donc tout ce qui peut empêcher l'individu de pouvoir s'exprimer et de se mouvoir dans la société. Tout à fait. Mais vous savez, un enfant qui n'a pas la capacité de pouvoir transmettre son vécu, ses émotions, sa douleur, il est souvent victime d'atteinte, il est souvent victime de maltraitance, d'abus, dans lequel on s'arrête aujourd'hui pour lever ce voile, mais aussi de permettre à ces familles de mieux comprendre et puis d'expliquer qu'il y a des institutions qui s'occupent de ça, il y a des professionnels qui sont formés pour ça, que c'est un cheminement à longue haleine dans lequel les familles ne se contentent pas uniquement de diagnostiquer ou de faire le premier pas, mais c'est un combat éternel dans lequel ces adultes qui peuvent perdre, qui ont besoin de beaucoup de financement, beaucoup de moyens pour pouvoir accompagner leurs enfants, les personnes proches, mais aussi qui dénoncent, qui laissent derrière eux des métiers, qui laissent derrière eux un monde professionnel très riche, qui ont besoin d'un accompagnement dans deux sens, effort physique et avec tout ce qu'il peut donner pour accompagnement à cette catégorie d'enfants, mais aussi des soutiens moraux, la maman, le papa, la famille, ce n'est pas facile pour eux. Déjà, délimiter ce que c'est, expliquer ce que c'est qu'un enfant, à quel moment on dit un enfant, un adolescent, et quand est-ce que l'enfant passe à cette majorité et on le considère comme adulte. Quelquefois, c'est des enfants qui sont encore jeunes, on les met dans la catégorie adulte, et là, c'est aussi un danger, parce qu'ils peuvent être aussi attaqués, en fait, fragilisés par ces adultes, quelquefois. Dites les choses crues d'une manière très directe, cette discrimination dans laquelle elle existe dans notre regard. Vous savez, moi, j'en profite de cette petite parenthèse pour rendre hommage à ces sœurs et frères, ces personnes très proches qui protègent ces enfants, ces ados en situation de handicap. Parce que vous savez, il protège son frère par rapport à ce regard de discrimination, cette différence. Il n'est pas comme nous, il est différent. Et cette différence, souvent dans ma société, mais aussi on l'a appris avec les enfants scolarisés, s'ils ont chance d'être scolarisés, avec les copains, copines, les gens du quartier. Il y a quelque chose comme ça qui donne mesquine ou chagrin ou quelque chose qui disqualifie un tout petit peu de leurs droits. Mais vous savez, tout le travail, je crois que d'abord, il faut comprendre qu'on est différents tous, que cette disqualification qui peut exister dans le regard, dans la manière, dans l'attitude, dans notre manière d'approcher ces enfants, peut nuire à ces adultes qui sont derrière eux, qui veulent à tout prix leur permettre d'être autonomes et d'être
de s'accepter dans leurs différences telles qu'ils sont. D'insister sur cela aussi, absolument. Quelquefois. Et vous et savez, ça porte préjudice justement à la sécurité de l'enfant, quelquefois. Moi, je dirais, regarde, Amel, je ne peux pas ne pas parler aussi de ce déni qui existe chez les familles qui ont des problèmes pour pouvoir vraiment accepter cette différence, ce phénomène de honte, de différence. Ils n'ont pas la capacité, peut-être la force, peut-être aussi ce travail, ce cheminement de réparation dans lequel ils peuvent vraiment avoir la force de pouvoir s'accepter, accepter l'autre, aider, donner, ces formules de dons et de reçus qui sont très ambiguës, mais aussi qui donnent la nature de l'individu et l'être humain. Aujourd'hui, je crois que ce sont des familles qui ont besoin d'être accompagnées. C'est ça. Les professionnels, le secteur de la santé, les personnes donc, posent des mots et des diagnostics sur certaines pathologies. D'autres, par contre, la société stigmatise ces pathologies et ces cas qui existent et qui, de manière crue, va pouvoir les dénigrer dans la société. Et ça, c'est très difficile à accepter pour les parents. C'est pourquoi ils ont peut-être cette faiblesse en cachant l'handicap d'un enfant ou surtout un comportement assez différent, on va dire. C'est pour ça que le diagnostic ou la clinique de diagnostic dans laquelle on annonce l'information, on accompagne les mamans. Doit être bien expliqué. Absolument, mais aussi prendre le soin et mettre des gants pour accompagner ces structures, ces mamans fragiles, ces parents aussi, le noyau quand on parle de parents. Vous savez, c'est compliqué pour adultes quand on a un enfant normal. Le cycle de vie change, les gens changent. Cette force et cet échange dans lequel il y a une autre dynamique pour garder l'amour, pour garder le lien, pour reconstruire la famille. Il y a tout un travail pour construire un foyer. Alors, s'il y a la détresse, s'il y a la souffrance, s'il y a cette insuffisance de pouvoir vraiment accepter, accompagner, donner, soigner, éduquer, nourrir ces enfants qui sont là, souvent c'est la répercussion ou les séquelles de ces moments qui ne sont pas soignés, accompagnés, réparés par ces professionnels. Et peut-être il y a aussi des institutions dans lesquelles je pourrais aujourd'hui dire qu'il y a un manquement aussi. On ne peut pas le donner à n'importe qui, on ne peut pas le travailler dans les couloirs, on ne peut pas aussi le balancer à ces familles seules pour qu'ils puissent accepter les pathologies, la différence. Il y a quelque chose qui doit être structuré, travaillé au niveau et avec ces professionnels qui ont l'art et la manière, qui ont la patience d'annoncer l'information, mais aussi de rassurer. Si on devait prendre aussi un exemple d'une certaine pathologie, la trisomie 21, donc ce sont donc des enfants qui sont très attachants et débordent d'amour et donc d'attachement envers les gens, et donc quelquefois dans certains quartiers ils en font une mascotte, et c'est des gens qui sont partout accueillis et pris en charge, etc. Ça, c'est quand c'est les personnes bienveillantes. Mais quelquefois, il peut y avoir donc des personnes malveillantes qui vont profiter de cette fragilité, cette personne assez affaiblie, peut-être. Rapidement, j'avance pour dire qu'ils sont protégés par le texte de loi. Rapidement, j'avance qu'il faut dénoncer ces situations. Rapidement, j'avance et je dirais que ces séquelles, ces souffrances, l'enfant le sent, le transmet, le reproduit avec des gestes, le reproduit dans une parole, dans un comportement. Il ne faut pas revenir, il ne faut pas hésiter à revenir, à dénoncer ces situations, parce que c'est le seul moyen de pouvoir réparer quelque chose. Et puis de permettre à ses parents de protéger leurs enfants réellement. Aussi, on peut abuser d'eux et sans qu'ils s'en aperçoivent. Voilà, il faut dénoncer. Moi, je remercie mes collègues qui travaillent à l'organe national, tous les cadres qui sont là, à leur tête, Madame la déléguée nationale, qui veuille soigneusement soigner tous les signalements pour dénonciation d'atteinte à ces enfants à besoins spécifiques, justement. Parce que vous savez, ce qui revient, si les parents ils ont les moyens, s'ils se retrouvent dans les grandes villes, pour ne pas dire là où ils ont la possibilité de dénoncer, de se rapprocher, de se protéger, d'avoir les personnes ressources pour pouvoir vraiment protéger leurs enfants de ces choses. Mais vous savez très bien que dans ma société, dans les petits patelins éloignés, là où la maman se retrouve peut-être avec d'autres séquelles de famille, les familles explosent après, les parents ils n'ont pas la force, on va dire les papas n'ont pas la force de pouvoir tenir. Souvent ce sont ces mamans qui ne travaillent pas, qui se retrouvent avec un divorce sur le dos pour pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants. Elle n'a pas le moyen de les nourrir, mais aussi qu'ils ont besoin d'être... Comment
comment on pourra vraiment rester indifférent par rapport à leur souffrance, là où la maman ne peut pas les laisser, là où elle a besoin d'être accompagnée pour pouvoir vraiment les nourrir, les protéger, je dirais, c'est beaucoup. L'éducation, le soin, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Vous savez, il faut retrouver tout ce contexte. C'est pour ça que probablement aujourd'hui, le numéro vert 1111 vient au service de ces enfants en détresse, vient au service de ces familles qui ne savent pas, vient au service aussi de ces parents qui n'ont pas l'information, la bonne information pour pouvoir répondre à ces demandes et vraiment comprendre que l'Algérie a fait un grand pas pour pouvoir mettre ses outils sur le terrain, pour pouvoir dénoncer ces situations. Et condamner surtout. Condamner, mais aussi permettre à ces personnes qui ne sont pas directement liées. Vous savez, la détresse, quand elle arrive, elle aveugle les personnes qui sont dedans. Ils ne savent pas demander, ils n'ont pas la force de demander de l'aide. C'est des larmes, c'est des angoisses, c'est des vécus de souffrance, c'est vraiment des comportements, je dirais, un peu pathologiques, entre parenthèses, qui déchirent encore les individus et les adultes. C'est pour ça que probablement les voisins, les personnes ressources, les enseignants, les médecins, les personnes proches qui, dans la famille, qui ont l'histoire de la famille, là où ils peuvent dénoncer ces situations de mal. Oui, ça, on revient sur notre cadre, tout ce qui a été instauré juste dès le début pour pouvoir retrouver les mots. Moi, je suis contente aujourd'hui de pouvoir vivre cette belle expérience avec nous, parce qu'à chaque fois qu'on revient, il nous semble qu'on redit la même chose dans les événements. Le 3 septembre, c'était vraiment hier, là où on a fêté la journée internationale des personnes handicapées ou des personnes en le 3 décembre, j'ai dit. Septembre. Non, décembre, c'est juste la semaine dernière. Mais voilà, au seuil de ces événements, chaque année, on arrive à apporter quelque chose de nouveau et puis à banaliser, à renforcer cette demande d'aide, à revenir à ses parents pour leur expliquer que ce qu'il faut dans ces situations aujourd'hui, c'est d'évaluer l'autonomie de nos enfants. Ça veut dire, je ne peux pas demander à l'autre de faire ce qui m'est demandé, d'évaluer, de comprendre comment je pourrais permettre à mon enfant, comment je pourrais permettre à ces personnes proches d'être autonomes dans la vie, de pouvoir se protéger et puis d'avoir ce contexte. Après, trouver les ressources pour pouvoir, surtout financiers, ressources dans l'école, dans les personnes ressources, dans lesquelles les associations, le mouvement associatif, dans lesquels il faut renforcer encore ce cadre pour pouvoir les accompagner. Mais après, on peut réfléchir à leur avenir, comment les protéger à long terme. À quel moment on peut sensibiliser, surtout responsabiliser un enfant, de quel âge, selon aussi s'il est en situation de handicap ou pas, à quel moment il faut... Donc là, c'est pourquoi on a évoqué cette situation, parce que il y a eu ce drame la semaine dernière, donc la disparition et surtout on a retrouvé le corps du petit Yanis qui a été donc enlevé et malheureusement donc découvert mort. Donc ça a été très dur pour ses parents, ce petit garçon qui était un enfant autiste. Oui, c'est cela. Justement. Et donc là encore une fois, on se pose la question, est-ce que cet enfant était capable de s'exprimer ou pas? Est-ce que la personne a profité de cette situation d'handicap? Voilà. Toutes nos condoléances aux parents et sa famille. Ça, aujourd'hui, il nous ramène, c'est notre drame aujourd'hui qui nous ramène justement à cette réalité. Comment on peut vraiment protéger nos enfants de tout ce qui peut nuire? Protéger aujourd'hui revient à les protéger de l'extérieur, de tout danger qui peut atteindre à leur santé. Même de l'intérieur. Voilà, de l'intérieur, mais aussi protéger ces noyaux de famille. Parce que vous savez, c'est un double travail dans lequel ces parents qui ont donné, qui sont aux soins pour éduquer, pour accompagner, pour protéger, pour nourrir, qui sont des droits majeurs. C'est les principaux droits, les principaux droits fondamentaux de textes de loi. Aujourd'hui, ce droit à la non-discrimination, au développement, à l'éducation, à la santé, aux soins revient aujourd'hui de force pour pouvoir nous permettre de dire ces familles, ils ont besoin d'être soutenues, qu'aujourd'hui, il y en a ceux probablement qui n'ont pas la chance d'avoir des informations, tout le cadre, qui se retrouvent dans des petits patelins où ils sont éloignés de la ville, là où ils n'ont pas la possibilité de nourrir, d'accompagner. Ne pas les culpabiliser parce que vous savez, les parents donnent ce qu'ils peuvent donner. Les adultes, ils sont là pour pouvoir renforcer ces liens. Aujourd'hui, les protéger, c'est de pouvoir ouvrir les yeux
ouverte, c'est-à-dire garder les yeux grands ouverts par rapport à ces situations, là où les familles ont besoin d'être accompagnées sur le plan psychologique pour pouvoir comprendre que c'est énorme, que c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est une vraie construction, ils ont besoin d'étayage. Mais après, vous savez, les gens ils sont très durs des fois dans les jugements, dans la disqualification, ça ne peut pas réparer. Il faut qu'on apprenne un tout petit peu, il faut aussi stimuler, il faut aussi renforcer, motiver ces professionnels pour qu'on s'inscrive dans la réparation. Il n'y a que la réparation qui peut nous permettre aujourd'hui de reconstruire ces liens de famille et protéger ces enfants. Merci beaucoup Aïda, et bien sûr, pour toute observation ou bien sûr remarque, vous avez le numéro vert 1111 pour dénoncer, pour alerter, pour sensibiliser surtout si vous voyez quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Je crois que c'est le grand message. Et puis vous avez Aïda chaque semaine, bien sûr, parmi nous, pour répondre à certaines interrogations et bien sûr trouver des solutions, surtout à certains mots, surtout qui rongent notre société. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Aïda. Merci à vous. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Bonne journée. Merci et bon courage. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage de Lamia Bouddha qui a fait un gros plan sur la librairie Malika Sadegh. Elle stimule le cerveau, améliore les connaissances et la mémoire. Elle accroît le vocabulaire, développe les capacités d'analyse et de rédaction. Voici quelques bienfaits de la lecture. Et qui de mieux qu'un libraire pour nous parler des bienfaits de la lecture? C'est une chose primordiale. C'est même vital. Et c'est l'ouverture sur l'autre, sur le monde. Et c'est la connaissance. C'est l'apprentissage de tout. C'est la lecture, je crois qu'il faudrait que ça devienne un réflexe au quotidien. Il faudrait avoir un livre tout le temps. Avant, vous savez, c'est une alimentation, c'est l'alimentation spirituelle. Entre Malika Sadegh et le livre, c'est une longue histoire d'amour. Elle a toujours été une passionnée des lettres, et cela avant même de savoir lire. J'ai toujours aimé les livres, l'ambiance des librairies, des bibliothèques aussi. Je ne savais pas encore lire. J'étais pas plus haute que 3 pommes, et donc j'étais à la crèche. Et ma grand-mère, c'est une femme qui était illettrée, mais qui m'avait offert un illustré donc de la chèvre de Monsieur Seguin. Il était presque aussi haut que moi, donc vous voyez, aussi grand, et je ne savais pas lire. Mais en feuilletant les images, les illustrations, je voyais le loup avec les grandes dents, et ça m'avait tellement impressionnée, et ça avait tellement piqué ma curiosité que je voyais, c'est-à-dire que je comprenais un petit peu l'histoire via les images. Malika nous raconte l'échange généreux entre lecteurs et libraires, elle qui essaye de faire rencontrer le bon livre à la bonne personne. On fait ce qu'on appelle des lectures diagonales. Et on prend le livre, on essaye de voir un petit peu, donc on lit les introductions, on lit d'abord les premiers chapitres, le milieu, la fin, pour voir un petit peu, pour connaître le style de l'auteur, la trame du roman, et essayer un petit peu, pour conseiller au fait, pour connaître un peu l'histoire et pouvoir conseiller. Après, bien sûr, des fois on tombe dans le piège, ça devient nos coups de cœur. En l'absence de statistiques réelles sur le lectorat algérien, notre libraire nous dresse l'inventaire des meilleures ventes, que ce soit de la littérature algérienne, universelle ou africaine. Il y en a plein, il y en a des grandes, il y a Mimouni, il y a Kateb Yassine, il y a Sia Djepal, il y a Dib, il y a Djaout, il y a Boudjedra, il y en a plein. Vous avez aussi Smina Khadra, bien sûr, et vous avez Maïsabé, Ben Fodil, Kauter Adimi aussi. Donc, vous savez, comme ça, Selim Bachi aussi. Si. Vous avez aussi Chawqi Ammari, donc qui est aussi très suivi aussi.
En langue arabe, vous avez celui-là qui est Antichristos, Ahmed Khaled Mustafa, celui-là. Ouais. Et vous avez aussi des gens, oui, Shafrat Bilal, Ahmed Khairi al-Amari, Ard al-Zekoula, et vous avez encore toute une pléiade de Khawla Hamdi aussi. Là maintenant, on commence à redécouvrir un petit peu les auteurs africains. Je vous citerai Sami Tchak, Tierno Monenembo. Avant, on connaissait que Samila Boutansi. Guillaume Musso, c'est du Marc Lévy, c'est Elif Shafak aussi, qui est très suivi. J'espère que ce reportage vous aura donné l'envie de consacrer plus de temps à la lecture, car se plonger dans un bon roman permet de voyager sans même bouger de son canapé. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Et ce spot nous rappelle que notre sponsor officiel, c'est Coral Peinture qui nous accompagne tous les jours dans Bonjour d'Algérie. Nous allons parler de l'éducation nationale avec notre invité. Il s'agit donc de Sonia Gaïd. Bonjour. C'est ça, bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc représentante du ministère de l'Éducation nationale. Vous avez passé pratiquement beaucoup d'années sur les bancs d'école accompagnés des lycéens. Vous avez une expérience donc de plusieurs années dans ce domaine-là. Vous avez commencé en 76 ans, il y a 60. C'est ça, en 76 plutôt. 76, oui. Et dans des lycées, vous êtes passée de l'enseignante à l'inspectrice d'éducation. Donc vous avez ce recul à la pédagogie surtout. À la pédagogie, vous avez ce recul aujourd'hui pour être bien sûr à la direction aussi de l'éducation nationale. Alger Ouest. Alger Ouest. Et vous avez beaucoup donc travaillé cette année, surtout dans des conditions exceptionnelles. Il fallait très vite réagir. C'est ce qu'a fait le ministère de l'Éducation nationale. C'est ce qu'a fait le ministère de l'Éducation nationale, voilà, bien sûr. Avec cette rentrée très médiatisée, très attendue par les parents, par les élèves, par les enseignants. Tout à fait. Oui. Donc par rapport à cette crise sanitaire que nous avons traversée, il y avait déjà tout l'investissement de l'État, l'intérêt que l'État apportait à l'école algérienne par rapport à la protection de nos enfants, de nos élèves et par rapport à la protection du secteur de l'éducation. Donc l'État a mis à disposition les instruments qu'il fallait par le biais la coordination des autorités locales. Donc nous avons eu M. le Wali d'Alger, mesdames et messieurs les Walis délégués, mesdames et messieurs les présidents d'APC, qui nous ont beaucoup aidés, qui ont participé à l'aide et à la prise en charge de ce protocole sanitaire par rapport aux établissements scolaires. Donc ça a été fait déjà lors des examens scolaires, donc déjà, puis ensuite pour la rentrée scolaire. Voilà, les examens comme l'examen donc du BEM et l'examen du baccalauréat. Et très vite, il fallait aussi avoir les résultats pour pouvoir préparer la rentrée. Ça a été scolaire. Donc, très dur et éprouvant pour les enseignants. Je voudrais aussi quand même rappeler que les associations ont joué un grand rôle, jouent toujours un grand rôle. Donc nous leur avons donné des autorisations pour qu'ils puissent pénétrer dans les établissements scolaires et ils participent à la désinfection des classes, ils participent à la distribution des masques, des gels. Donc le rôle des associations est marquant et c'est un tournant. Tous sont vraiment des partenaires qui encadrent l'école algérienne. Voilà. Donc pas que les associations, la fédération aussi des parents d'élèves qui travaillent aussi conjointement avec le ministère de l'Éducation nationale. Alors ça fait partie des stratégies du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place 2 grandes stratégies. Une stratégie pédagogique et une stratégie de communication. Dans la stratégie pédagogique, donc ça a été la circulaire, la 1127, qui régit toute l'organisation de la rentrée scolaire. Vous avez vu que la rentrée scolaire s'est faite en 2 temps.
Il y a eu pour d'abord les petits le 21 octobre, puis les plus grands le 4 novembre. Ça a été réfléchi, ça n'a pas été choisi comme ça, parce que cette première rentrée des petits nous a permis de mieux nous organiser, de mieux appréhender la deuxième rentrée, qui sont des adolescents. Donc il fallait être plus vigilant, faire plus attention. Plus fragile, voilà. C'est ça. Les enfants, les petits, on les considère comme des porteurs sains, donc ils peuvent être porteurs, mais ne pas déclarer asymptomatiques. Voilà, la maladie. Donc là, il y avait donc une préparation qui a été faite en 2 temps aussi, avant la rentrée scolaire et pendant la rentrée scolaire. Donc avant la rentrée scolaire, c'était la désinfection des établissements, des salles de classe, vérifier, organiser l'entrée et la sortie des élèves, préparer les masques, préparer les gels. Et pendant la rentrée scolaire, la même chose, c'est-à-dire aussi la désinfection des salles de classe aussi tous les jours, c'est-à-dire avant que les élèves n'entrent et lorsque les élèves sortent, rentrent chez eux, c'est-à-dire le matin et l'après-midi. Bien sûr, la distanciation physique des enfants, être impartable de manière à ce qu'ils ne côtoient pas le camarade. De manière alternée. Il y avait même, certains ont même mis des étiquettes sur les tables pour que ça soit personnalisé, pour que la table soit personnalisée. Donc il y a eu tout un processus de protection qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Ça, c'était déjà sur le plan stratégie pédagogique. Il y a eu en deuxième temps la stratégie de communication. Parce que vous savez que vous êtes dans les médias, donc vous êtes bien placé pour le savoir, que le manque d'information ou l'insuffisance de formation est contre-productif. Bien sûr. Donc il fallait absolument, justement, communiquer, informer, tout simplement pour rassurer. Donc, pour rassurer, pour informer aussi. C'est ce qu'avait besoin, justement, la population. Les parents d'élèves devaient être rassurés. Le corps enseignant, le corps administratif, nous-mêmes, nous avions besoin de toutes ces informations. Voilà. Donc, un listing aussi des élèves, scinder les groupes en deux. Alors, et tout ça, c'était justement avant la rentrée scolaire. Parce qu'une fois que nous avons eu la circulaire, la 1127, les chefs d'établissement se sont très vite attelés, les inspecteurs se sont très vite attelés à la préparation des groupes selon un protocole pédagogique qui a été préétabli par les inspecteurs, par la centrale, les inspecteurs centraux, et qui ensuite, via les visioconférences, via les réunions avec les inspecteurs, a été mis en place pour justement comprendre et bien appliquer. Donc on va dire que tous ces efforts et tout la maison de l'éducation, le personnel de l'éducation s'est vu impliqué parce que c'était pas une affaire individuelle, c'est une affaire collective. Voilà. Et bien entendu, la santé n'est pas en reste. Au niveau donc des établissements, chaque établissement a son propre médecin aussi qui doit aussi faire attention à nous avons les UDS. Oui, les UDS, de proximité. Donc, les élèves sont suivis, bien sûr, parce que nous avons des médecins orientés. Et puis, très vite, dans les établissements, le chef d'établissement aussi est là, les enseignants aussi, pour surveiller les enfants. S'il y a des cas suspects, on interpelle tout de suite les parents, on appelle tout de suite les parents. Ça peut être en ce moment des grippes et des petits rhumes, comme on traverse un petit peu ce changement de climat. Donc, il y a une vigilance auprès des établissements. Et puis, nous avons aussi des psychologues. Bien sûr, parce que la prise en charge au niveau des établissements, c'est très important. Donc, vous savez bien que par rapport à cette rentrée exceptionnelle, il y a, les élèves sont un petit peu perturbés. Du fait d'être déjà en groupe, du fait de ne pas être toujours avec le camarade qu'il avait l'année dernière, par rapport à l'appréhension aussi de ce qui se passe, des nouvelles, de ce qui se dit à la maison aussi. Donc nous avons des conseillères d'orientation et de guidance scolaire qui sont eux-mêmes des psychologues qui prennent en charge tout ce côté angoisse, tout ce côté anxiogène. Par rapport à cette crise sanitaire que nous traversons. Et comme chaque année aussi, vous gérez les enfants aussi en situation de handicap, il y a aussi des établissements qui prennent ces enfants. Tout à fait, qui doivent aussi assurer un suivi donc, dans le domaine de l'éducation. Et on les encourage, Nous avons des enfants qui étaient dans des classes, on va dire, particulières et qui maintenant ont été intégrés cette année
on a signé pas mal d'intégrations après un constat du médecin qui les suit, nous disant que ces enfants sont tout à fait maintenant peuvent être intégrés dans des classes dites normales, on va dire. Donc ça se fait. Donc il y a beaucoup de progrès qui sont dans ce sens. Donc toujours dans cette stratégie de communication, il faut dire que le ministère de l'Éducation nationale, dès le mois de mars, a pris en charge les connaissances des enfants. C'est-à-dire que tout de suite, il ne fallait pas laisser les enfants livrés à eux-mêmes, il ne fallait pas laisser les élèves livrés à eux-mêmes. Donc tout de suite, il y a eu des cours, il y a eu une chaîne, la chaîne El Marifa, qui a été mise en place. Il y a eu aussi l'ONEFT, donc ce sont dans des studios, des cours qui ont été donnés pour tous les cycles et en fonction d'un programme officiel. C'est ça. En plus des cours aussi sur Internet. En plus des cours sur Internet. Il faut souligner aussi que l'initiative des enseignants, beaucoup d'enseignants ont encadré leurs élèves à travers les réseaux sociaux, par des cours, par des exercices, par des résumés, par des vidéos. Oui, ça a été quand même exceptionnel et difficile. Très difficile. Alors, très difficile ça a été pour certains. Peut-être que certains ont besoin d'être encadrés. Voilà. Bien et donc, sûr. C'est pourquoi les parents sont toujours là aussi pour encadrer leurs enfants, absolument, mais pour pouvoir faire le suivi. C'est sans précédent, cette crise que nous connaissons. C'est sans précédent en Algérie comme dans le monde. Donc, il a fallu nous adapter. Exactement. Donc, on s'est adapté rapidement avec les moyens et le ministère a mis les moyens qu'il fallait. Tout à fait. Et bien sûr, avec cette recrudescence des cas aussi on a pris peur, les parents ont pris peur, ils pensaient que l'école allait encore fermer de nouveau. Finalement, ça a été quand même non, on peut les victoire. rassurer. On peut les rassurer. L'école ne fermera pas. Il y a deux trimestres. Il y a tout un suivi des acquisitions, des acquis par les enseignants et par les inspecteurs. Donc nous, je vous ai dit tout à l'heure que tout le personnel reste très vigilant dans les établissements. Dès qu'il y a des cas qui sont confirmés où on les évidemment, par rapport aux enseignants, ils sont immédiatement déclarés et confinés. Les élèves sont pris en charge par les autres enseignants. Nous avons des chefs d'établissement qui étaient enseignants, donc qui prennent la classe, surtout dans le primaire, qui prennent la classe. On a eu ça dans le secondaire aussi. Donc, on est dessus. Vous êtes là, pour répondre à toute éventualité à toutes les attentes, les attentes donc des parents, des élèves, et surtout rappeler aussi que le ministère de l'Éducation nationale aussi a donné une enveloppe aussi c'est tout à fait. Alors c'est une enveloppe exceptionnelle de 50 000 dinars. Ça c'est une première et c'est très bien. Ça va alléger les dépenses des établissements. C'est une enveloppe qui est accordée aux dépenses du protocole sanitaire. Donc, avec ça, les établissements vont pouvoir fournir tous les outils indispensables à la désinfection et à la protection des enfants et de nos enseignants. Voilà. Et puis on leur souhaite bonne chance parce que c'est les examens bientôt. Et donc ils se préparent bien sûr aux devoirs et aux compositions. Donc on leur souhaite bonne chance et surtout bon courage aussi aux enseignants. Donc, et vous voyez, tout c'est une année scolaire de tout à fait normale puisque nous avons des contrôles, nous avons des évaluations et nous avons des contrôles de fin de trimestre. Donc je rassure tout le monde, et les parents, et les élèves, et les enseignants. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Madame Sonia Gaïd. Je rappelle que vous êtes la représentante du ministère de l'Éducation nationale. Merci pour toutes ces informations et à très bientôt. Merci. Restez avec nous, on va suivre tout de suite. On va retrouver notre dernière invitée juste après cela.
Bonjour. Sur le plateau, nous allons parler donc d'un grand monsieur qui nous a quittés. Je voulais annoncer en sommaire Henri Tessier, l'archevêque Henri Tessier nous a quittés avec aussi son lot aussi d'hommages qui a été rendu à ce grand monsieur qui est donc initiateur de la paix, qui a été un grand ami donc de l'Algérie et surtout algérien, hein, surtout le rappeler. Alors pour nous en parler et évoquer sa mémoire, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Zohar Boutaleb. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, merci. Voilà. Vous êtes donc la secrétaire générale de la Fondation Émir Abdelkader. Absolument. Nous recevions votre père. Absolument, oui. Qui aurait dû être là aujourd'hui. Oui, mais souvent. Vu la pandémie, nous avons un petit peu peur. Bien sûr. Voilà. Il faut le préserver. Tout à fait. En tout cas, on le salue et on sait que lui, il a toujours été engagé pour l'Émir Abdelkader, pour donc la figure de l'Émir Abdelkader à travers le monde et surtout ses engagements l'ont amené à travailler avec plusieurs personnalités du monde entier pour ce qui est donc de cet esprit donc de partage, de fraternité envers les peuples et les peuples du monde entier, les religions du monde entier. Absolument. Notamment Henri Tessier d'ailleurs, avec lequel vous avez beaucoup travaillé. Oui, bah écoutez, d'ailleurs, au nom de la Fondation, au nom de la famille de l'Émir Abdelkader, donc je présente premièrement toutes mes condoléances à la famille, à l'Église algérienne et à l'Église française de cet homme qui, je dirais, cet Algérien qui nous appartient, qui était un fervent admirateur de l'Émir Abdelkader. Monseigneur Tessier, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Parce qu'il a tellement fait de choses en Algérie, il était impliqué dans tous les combats. Et les dernières rencontres, il parlait beaucoup de ce livre qui finalement a pu être achevé. Voilà, abouti finalement. Ah oui, absolument, parce qu'en 2018 déjà, on en parlait et il me disait, mais on m'a demandé de faire l'Institut du monde arabe, m'a demandé de faire un livre sur l'Émir Abdelkader et j'attendais ce livre avec impatience et quand j'ai vu et j'ai appris le décès donc de Monseigneur Tessier et j'ai vu justement l'hommage qu'a rendu Ahmed Bouillarden où lui a annoncé qu'il avait terminé et qu'il avait son manuscrit avait été donné justement à l'Institut du monde arabe. Absolument. Et je crois que ces hommes de Dieu, ces hommes de religion n'ont jamais cessé de travailler en fait pour l'humanité. Il est bien l'héritier comme on dit, Mohamed Duval, donc de Monseigneur Duval. Il a voulu être inhumé ici chez lui, donc à Notre-Dame, là où on est en train d'en parler. L'oraison funèbre est en train de se faire, donc à Notre-Dame d'Afrique. Et ces hommes-là, en fait, qui ont beaucoup aussi œuvré pour la paix. Exactement. Œuvré pour l'indépendance de l'Algérie. Tout à fait, il était au premier. Parmi les 20 prêtres que l'Algérie a donné la nationalité algérienne. Et ce qui est très beau, c'est que on voit le drapeau français lors de l'oraison funèbre. Et le drapeau algérien. Et arriver avec le drapeau algérien, donc c'est le nôtre. Et ça, c'est vraiment magistral au moment où l'islamophobie bat de l'aile à travers le monde, alors que nous... On est en train de voir justement l'arrivée du corps, et donc avec, bien entendu, porté par la protection civile, les pompiers, et bien sûr, toutes ces personnalités, cet honneur que lui ont réservé, bien sûr. Les honneurs qu'il mérite. Ah oui. Je dirais, je parlerai du rapprochement donc de Monseigneur Tessier, mais avec la Fondation, il n'y avait pas un colloque, il n'y avait pas une rencontre sur l'Émir Abdelkader où Monseigneur Tessier n'était pas avec nous. Et c'est extraordinaire. Et on avait des échanges, même si on doutait de certaines choses, certains faits historiques, on se rappelait au téléphone pour en parler. Et est-ce que tu as trouvé ça? Voilà moi ce que je pense. Et ça, c'était des échanges extraordinaires. Voilà. Et il avait déclaré justement que lors de ce confinement, parce qu'il était reparti en France, il était donc à Lyon, et durant ce confinement, il avait pu réellement donc travailler, et notamment sur cette personnalité de l'Émir Abdelkader, une commande qui lui avait été faite par l'Institut du monde arabe, et là il a pu finalement trouver le temps, parce que c'est un homme
très occupé en réalité. Oui, c'est un il homme partout, qui bouge beaucoup, qui était donc invité souvent sur différentes thématiques. Ce qui était beau lors de l'oraison funèbre à Lyon, c'était il n'y avait pas une personnalité ou un membre de sa famille qui n'a pas évoqué l'émir Abdelkader. Et en même temps, à la fin de l'oraison funèbre, nos Algériens qui étaient présents ont lancé des youyouilles. Donc c'est vraiment très émouvant hein, et se dire comment une personnalité a été tant aimée par les siens. Il était algérien. Et la tolérance existe encore aujourd'hui grâce à des personnalités tout comme l'émir, auparavant avec Monseigneur Dupuche, Monseigneur Pavie, tous ces hommes, la Vigerie qui est allé le voir jusqu'à Damas pour le remercier quand l'émir avait sauvé les chrétiens. Donc, et on dit que la Vigerie aurait baisé la main de l'émir Abdelkader. Il a dit la main qui a sauvé l'humanité, et là lui répond l'émir Abdelkader aussi, il a sauvé toute l'humanité. Quand on sauve une personne, on sauve toute l'humanité. Et ça, c'est magnifique. Je voulais que je vous dise, pour moi, Monseigneur Tessier, c'est vraiment une perte pour l'Algérie, une perte certainement pour le dialogue interreligieux parce qu'il était dedans, le rapprochement. Et il n'a cessé de le faire tout au long de ces derniers temps parce qu'il y avait donc des colloques, de nombreux colloques, et à chaque colloque que vous organisiez autour de l'émir Abdelkader, il était présent. Il avait donc une thématique à développer autour donc de ce dialogue interreligieux. D'où l'émir était fondateur du dialogue interreligieux. Et d'ailleurs, lors d'un débat, il me dit oui, en effet. Et ce que un jour on avait discuté, je lui ai dit, mais quel était votre dernier mot? Quel est votre dernier mot? Et je trouve que le dernier mot de Monseigneur Tessier, il l'a dit, vous pouvez le trouver sur YouTube, où il dit, il parlait à la jeunesse, l'émir était jeune, l'émir a combattu, l'émir, ce qu'il a fait, c'est phénoménal, et il parlait aux jeunes. Donc le dernier mot de Monseigneur Tessier, c'était sur il parlait à la jeunesse algérienne. Et ça, c'est vraiment magnifique. Oui. Et puis, bien sûr, l'État moderne algérien, c'est l'État moderne algérien, donc ça a été donc sa création et surtout son cheval de bataille, on va dire, pour l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader, on aurait pu faire une émission sur la Moubaïa, on est passé à côté. Tout à fait, le 27. Aujourd'hui, Monseigneur Tessier nous le rappelle avec son rapatriement et avec son enterrement cet après-midi donc à Notre-Dame. C'est autour de Monseigneur Tessier qu'on parle de la Moubaïa, mais en même temps, je voulais dire que ça devient indissociable. Indissociable, les deux. Absolument. Et en même temps, même son décès, c'est extraordinaire parce qu'en ce moment, c'est la fête des Lumières à Lyon et la Moubaïa était le 27. Donc, il est mort entre ces deux dates. Il est mort le 1er et voilà, décembre. donc c'est l'homme des deux rives. Et je peux dire que non seulement c'était un homme d'église, un homme de paix, mais il a été un excellent ambassadeur, un excellent permanent en Algérie parce qu'il avait non seulement jamais quitté malgré les difficultés, malgré les années donc sombres donc de l'Algérie, les années donc terrorisme où ils étaient aussi peut-être aussi en danger. Il a tenu à rester. Absolument. Il est resté une soixantaine d'années finalement. Il est arrivé en 1955. Il est resté, il est reparti, mais en même temps, il n'a jamais quitté. Il a eu sa nationalité algérienne en 1965. Il est parmi donc les Européens et les Français qui ont beaucoup aidé la révolution algérienne. Donc, moi, c'est aussi un hommage à travers Monseigneur Tessier, je fais un hommage à tous ceux qui sont morts qui sont morts au moment de la révolution algérienne pour l'indépendance de l'Algérie et qu'il n'y a pas eu que des Algériens, mais il y a eu des gens pour la bonne cause. Voilà, pour la bonne cause. Alors on est en train de voir aussi quelques photos et c'est très émouvant pour toutes les personnes qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui l'ont approché, parce que c'était un monsieur très humble et d'une grande simplicité et très abordable aussi. C'était un homme de Dieu. C'est tous les gens religieux, tous les gens qui ont aussi une éducation, parce qu'il n'y a pas aussi que la religion. Quand on a une certaine éducation, la simplicité va de soi. Bien sûr, donc, bien sûr. C'est une forme aussi, donc c'est un trait de caractère et de grandeur, tout à fait. Plus il y a l'humilité, plus on sent les gens grands. Et C'est pourquoi l'émir Abdelkader était aussi
tellement respecté à travers le monde, à travers son combat, à travers aussi ses attitudes, parce que même quand il était dans ces prisons, on peut les appeler, je sais pas dans si les châteaux, doré. châteaux, oui, bien sûr séquestré avec toute sa famille, il recevait des visites, et parmi les visites les plus marquantes, c'est bien sûr ces correspondances et surtout ce dialogue qu'on a pu relater très souvent bien sûr, quand on parlait de l'émir Abdelkader avec des religieux, des chrétiens. Je reviens sur l'émir Abdelkader quand il était donc emprisonné à Amboise, et c'est pas la prison dorée, donc c'est la prison où il était dans des comment dirais-je, des appartements où il y avait de l'humidité, au sous-sol. Attention, c'est pas le château de la Loire que nous connaissons, hein, où il a failli mourir, il y avait le choléra, la peste, il y a eu plus de 22, absolument. Et il a dit quelque chose de très beau, il a écrit, où souvent Monseigneur Tessier le rappelait, si les chrétiens et les musulmans me prêtaient attention, je ferai d'eux, donc extérieurement et intérieurement, des frères. Donc, et c'était donc ce message que Monseigneur Tessier a repris et voulait véhiculer partout. Donc souvent, on en parlait. Vous savez, Monseigneur Tessier est une figure extraordinaire parce qu'il allait dans les zaouïas, il allait chez tous les Algériens, à toutes les conférences, toutes les manifestations. Il était, et souvent, quand on rappelait donc Ibn Arabi, Cheikh Mahiddin Ibn Arabi, Cheikh Al-Akbar, tous les grands soufis, il avait connaissance de ses grands maîtres. Il parlait l'arabe parfaitement. Donc tout ça, c'est-à-dire on ne peut pas le dissocier aux Algériens, on ne peut pas le dissocier aussi à l'islam, parce qu'il était quand même imprégné par la culture musulmane qui l'a beaucoup aidé donc, dans ses relations avec nos compatriotes, avec l'Algérie, et ça c'était magnifique. Aussi une belle forme de respect, c'est de pouvoir jeûner aussi auprès d'Algériens, des familles algériennes, de partager le repas aussi, c'était une forme aussi donc on l'invitait dans le partage. Temps, on l'invitait partout pour les repas donc, du jeûne. Pour le 27e jour Laylat al-Qadr, il était avec nous sur les plateaux, on discutait donc de ce jour sacré donc, pour tous les musulmans, pour tous les musulmans. Et vous voyez, donc, il était tellement imprégné par notre culture et notre religion. Finalement, pour moi, toutes les religions se ressemblent. Hein. C'est toujours l'amour de Dieu, ne pas faire de mal. Et voilà. Et ce qui était magnifique chez Monseigneur Tessier, et je le répète, c'est cet amour et ce rattachement qu'il avait pour l'émir Abdelkader. Exactement. L'émir lui rend hommage. Voilà. Et grâce à vous, aujourd'hui, on en parle parce qu'il y a eu donc plusieurs colloques que vous avez organisés autour de l'émir Abdelkader où il a pu donc participer à des thématiques aussi variées et différentes pour pouvoir encore une fois mettre en relief donc, les facettes, les différentes facettes et surtout les traits de caractère de l'émir Abdelkader. Bien sûr, parce que quand on parle du droit humanitaire, on parle de l'émir Abdelkader. Et lors d'un colloque que nous avons fait, et d'ailleurs on en avait parlé d'ailleurs chez vous sur ce plateau, sur l'émir et le droit international humanitaire, où Monseigneur Tessier était l'un des invités, où il était avec Shirgah et un autre on a parlé aussi de la Torah, on a parlé bien sûr de la Bible et bien sûr du Coran. Il y avait autour d'eux aussi de grands soufis. Et là, je vous assure, ça s'est passé au cercle militaire. À un moment donné, j'étais un peu partout, mais au moment où il y a eu les religieux qui ont commencé à parler, on plané, quoi. C'était magnifique. Voilà. Un dialogue de haut niveau. Absolument. En tout cas, toujours pour l'humanité et surtout pour la fraternité entre les peuples, la grande tolérance aussi qui aujourd'hui fait défaut malheureusement dans certaines sociétés. Et aujourd'hui, on va dire une incompréhension aujourd'hui de ces religions qui en fait peut-être donc aujourd'hui une mauvaise publicité. On en a peur dans la société alors que ces gens-là ont tout fait pour respecter les religions. Tout à fait. Moi, je ne pense pas de l'incompréhension. Moi, je crois que c'est voulu. C'est plus politique que religieux parce que, en fait, nous avons tous le même dialogue, tous les religieux du monde. Quand on se retrouve,
Il y a un dialogue, il y a une discussion et c'est la même chose. Mais par contre, quand on veut véhiculer quelque chose, on essaye de casser et donc je pense que c'est plus politique que religieux. Tout à fait. Voilà. Et bien entendu, pour comprendre une religion, il faut aussi la connaître pour ne pas en avoir peur. C'est en fait ça, tout le travail que se sont attelés à faire, tous ces hommes de foi, toutes ces personnes donc, de leur religion et notamment aussi le conseil scientifique de la Fondation Emir Abdelkader. Vous avez toujours œuvré dans ce sens-là. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a œuvré, bien sûr, sur le rapprochement des peuples. Et je vous dirais que, en même temps, la Fondation Emir Abdelkader aussi a fait un peu un travail diplomatique parce que l'Emir Abdelkader avait une correspondance avec un peu le monde entier. Voilà. Donc, mon père qui est le président de la Fondation, Monsieur Boutaleb, parce que souvent on dit, il ne faut pas dire mon père sur le plateau, mais enfin, il se trouve que c'est mon père, le président. Et il a fait un travail phénoménal. Nous avons maintenant des bustes, que ce soit à Caracas ou de l'émir à Mexico ou en Argentine, à Cuba. Il y a des places qui portent son nom, il y a des bustes partout. Et lors de ce colloque que nous avons fait avec le droit humanitaire, il se trouve au siège du CICR, donc le buste de l'émir Abdelkader en tant que précurseur des droits humanitaires, donc un peu bien avant Henri Dunant. Donc il y a tout un travail qui s'est fait et c'est finalement nous aidons la diplomatie donc, et le rapprochement des pays et des religions. Bien sûr. Avec l'Algérie et l'émir Abdelkader. Et c'est normal. Vous suivez les traces donc, de l'émir Abdelkader parce que lui, fin diplomate, il était reconnu pour cette facette justement extraordinaire qu'il avait pour gérer les conflits et surtout pouvoir asseoir un dialogue. On va voir ensemble certains intervenants qui témoignent de leur aussi reconnaissance aussi. Henri Tessier, regardez et on se retrouve juste après. Je pense qu'il n'a pas vécu une journée depuis 65 ans sans prier pour l'Algérie, sans prier pour les Algériens. Il aimait l'Algérie, il aimait les Algériens. Tu as servi ce peuple algérien dans le plus grand respect de ses convictions religieuses, culturelles. Il a voulu devenir algérien et en effet, il est parvenu à le devenir totalement. Moi, je suis émerveillé, malgré la peine, par l'attitude des autorités algériennes qui, à peine connu la mort d'Henri Tessier, mais ont fait savoir qu'elles étaient prêtes à tout faire pour qu'il repose en terre d'islam et en terre d'Algérie, ce qui est le signe vraiment que cet homme était devenu un fils de l'Algérie. يا Henri Tessier الجزائري عوضنا جميعا خير في فقدانك إن لله وإنا إليه راجعون. À Dieu nous appartenons, à Dieu nous retournons. C'était très émouvant, donc on voit encore une fois que cet homme a encore une fois réuni donc deux religions, deux belles religions. Deux peuples. Deux peuples. Deux peuples qui en fait... Le monde musulman. Absolument, deux peuples, le monde musulman et les chrétiens. Et les chrétiens, et on revient d'ailleurs Père de l'Ordre, lors de cette raison funèbre, à évoquer donc les mots de l'émir Abdelkader, si les chrétiens et les musulmans me prêtaient attention, je ferai d'eux extérieurement et intérieurement des frères. Et c'est ça qui est très beau. Je crois que entre la France et l'Algérie, ça a toujours été une histoire passionnelle, mais passionnante, et en même temps, avec ces hommes de Dieu, avec ces hommes de foi, il y a un rapprochement qui se fait. Voilà. Et puis bien entendu, on attendra avec impatience de pouvoir aussi avoir entre les mains le dernier livre donc de Monseigneur Tessier, qui sera disponible au niveau donc de l'Institut du monde arabe, puisqu'il a été normalement édité. Et ça, c'est encore une fois rendre hommage aussi à l'émir Abdelkader par ce travail. Rendre hommage finalement à une histoire commune et rendre hommage à des grands hommes, parce qu'il n'y a que les grands hommes qui peuvent rendre hommage aux grands hommes. Voilà, il faut être grand pour reconnaître qu'il y a eu des grands.
Tout à fait. Tout simplement. Et j'imagine qu'au niveau donc, de la Fondation L'émir Abdelkader, vous allez travailler sur ce parcours, sur ce travail qu'avait fait donc, Monseigneur Tessier avec vous au sein de la Fondation. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais arrêté, que ça soit... Il y a eu beaucoup de décès hein, au niveau de la Fondation, des hommes qui ont œuvré, qui ont travaillé. Nous avons Cheikh Amran, on a eu une commission scientifique importante. Oui, oui, on a beaucoup perdu avec Boualem Bessaya, avec tous ceux qui ont... Il y a beaucoup d'écrivains, avec Abou Qassem Saadallah, avec Belhamissi, tous ces hommes qui ont beaucoup aidé, œuvré pour l'histoire de l'Algérie, pour la réhabilitation, pour mettre en exergue ce qu'a été réellement l'émir. Et cette richesse, surtout. Et c'est un patrimoine, voilà. C'est notre patrimoine. Eh bien, merci beaucoup, Madame Boutaleb. Je rappelle, Zohar Boutaleb, vous êtes la secrétaire générale de la Fondation L'émir Abdelkader. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin pour ce beau témoignage et surtout cet engagement envers l'Algérie, envers aussi toutes ces personnes qui ne veulent que du bien pour notre pays. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Et puis, on vous dit, voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Merci à toute l'équipe. Et puis, bien sûr, notre sponsor officiel, c'est Coral Peinture, qui nous a accompagnés tout au long de l'émission. Ah, et bien sûr, à très bientôt. Au revoir. Demain, c'est Oran. Imen Mahrougaras. Au revoir.